Ok, je vais baisser tout ça un peu. Voilà. Bon, en tout cas, je sais pas si vous avez apprécié le la petite vidéo. Enfin, je pense que je ferai des petits contenus comme ça un peu souvent, histoire de partager tout cela, quoi. Mais non, moi j'ai beaucoup apprécié. C'était. En fait, des fois, quand tu te dis que les gars, voilà, quoi, c'était enregistré sur un vinyle, c'était quelque chose, quoi. Et là, aujourd'hui, ok, on enregistre sur un disque dur, mais ça vient de là, hein. Ça vient de là, donc faut, faut comprendre. Faut comprendre les métiers, faut comprendre d'où ça vient. Euh, là, tout le monde devait connaître ces partitions par cœur, hein. Ah ouais, là, moi, je te dis, il n'y avait pas de fausses notes, hein. On va lire un petit coup de mon mémoire. J'avoue, ça date de 2016. J'avais écrit des petits trucs. De toute façon, là, il n'y avait pas de chat GPT. Là, c'était une galère. Comment j'ai détesté ça. Les mémoires. C'était horrible. Au final, c'est là que je me rends compte que ça me passionnait déjà, en fait, tout ça, là, tout cet univers de vinyle, de streaming. Puis je pense que, ouais, on va faire un peu de lecture. Ok. Donc moi, ce que je disais, c'est que depuis toujours, l'homme a cherché à graver, à figer son environnement. Nos ancêtres ont essayé de nous communiquer, témoigner ou transmettre des messages. Pour immortaliser son passage, l'homme dessine des fresques dans des grottes, écrit sur des manuscrits et construit des pyramides, ce qui prouve qu'il a toujours voulu laisser une trace de son existence. Mais l'homme de la préhistoire n'a jamais réussi à conserver et restituer une parole ou une image. Comment l'homme va-t-il s'y prendre pour enregistrer et écouter une source sonore? À l'origine, la musique telle que nous la connaissons se jouait principalement avec des orchestres symphoniques, donc la musique classique, des choristes, le gospel, ou par les esclaves dans les champs de coton. Mais l'enregistrement n'était vraiment pas encore au point. Il aura fallu attendre les années 1877 pour que Charles Cros, ou Charles Cros, savant et poète français, invente le paléophone. Paléophone. Allons voir c'est quoi ça, le paléophone. Bon, au moins on retrouve du Charles Cros, hein. Ça bluffe pas là. Ah ouais les gars, là, je pense que si t'entendais juste un bourdonnement, t'étais content, hein, déjà. Ah ouais, là, il fallait pas en demander beaucoup, hein. Peut-être peut-être que c'est même lui, hein. Non, lui c'est le phonographe, ok. Mais il est où le paléophone? Nous on a dit paléophone, hein. C'est ça? Ouais, peut-être que c'est plus ça, hein, les gars. C'est plus ça, ok. Un système de reproduction des phénomènes sonores sur un cylindre d'acier recouvert de noir de fumée. Ça doit être exactement être ça. Ça date. Aux États-Unis, Thomas Edison travaille sur un système similaire aux travaux de Charles Cros. Le phonographe apparaît en 1878. Ce système permet de graver quelques minutes de son sur un cylindre recouvert d'une feuille d'étain par repoussage. L'évolution du numérique s'invite dans notre salon en 1978, 100 ans après pratiquement, notamment, notamment grâce au stockage plus important de données sous forme de codage binaire 0 ou 1. Le CD va permettre de gagner en qualité sonore, en réduction de bruit, de fond et en dynamique. Je sais pas si ça vous parle tout ça, mais c'est ouais, des trucs de technicien son quoi. Bon, mis à part la qualité sonore, voilà. Réduction de bruit. Parce qu'en fait, il y avait. Dans le vinyle, il y a des bruits de fond, en fait. Ce qu'on appelle réduction de bruit de fond. On entend toujours un petit crépitement, toujours un petit. Ouais, c'est le bruit de fond de la machine, quoi. Des composants électroniques. Je sais pas si j'avais déjà noté un peu les pages. Si on rentre dans ça, les gars, c'est mort. On va pas rentrer dans ça. Ah, le vinyle. Donc c'est bien ça. En 1877, Thomas Edison met au point une technique d'enregistrement sur rouleau de cire, image 1. Ah ouais, très bien, hein. Oui, c'est bien organisé, on dit, hein. Le phonographe image 2 qui permet de restituer un enregistrement. Et en 87, Émile Belliner améliore ce procédé en inventant le disque plat, le vinyle. Donc c'est Émile. Amouché Émile! Le principe, le disque fait vibrer la membrane qui produit le son. Ces galettes noires de 30 cm en gomme laque ou shellac cassantes sont lourdes et épaisses.
car il faut des sillons profonds et espacés qui forment une spirale qui démarre à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais, qui s'achève à l'intérieur, ok. Et en 1904, les premiers 70 tours de 17,5 cm sont commercialisés en France. En 1926, la compagnie Victor utilise le procédé de la gravure électrique avec un disque de 30 cm d'une densité de 34 sphere au centimètre, permettant ainsi une durée d'écoute de 4 minutes au lieu de 2 minutes par face. Donc il apporta un progrès prodigieux sur de nombreux aspects. Eh ben, la réduction de bruit, ouais, l'augmentation de la durée, 5 fois plus. Disque devenu presque incassable et possibilité d'une extension du spectre sonore vers les aigus jusqu'à 11 kHz. Ah, ils étaient contents, hein, les gars, à cette époque. Hein. Mhm. Ils étaient contents, hein, les pélos. Hein. Aller jusqu'à 11 kHz. En gros, pour que vous puissiez comprendre, l'oreille humaine est capable d'entendre de 20 Hz, donc vers les graves, de 20 Hz à 20 000 kHz, et qui sont les aigus. Donc là, ils arrivaient à atteindre 11 kHz. C'était déjà pas mal, quoi. Ah ouais, le 45 tours. Avant, ils sortaient les singles au 45 tours. Et les EP ou albums avec le 33 tours. Et frère, là, les gars, à cette époque-là, j'étais à fond, technicien son. Là, voilà, on va pas se remettre dedans, hein. Peut-être un jour, si vous êtes motivé, mais... Ah ouais, la courbe. Oh là là, ce truc-là, ça, c'est une galère, ça. Les gars qui ont inventé ça, ils ont dû péter leur crâne. Parce qu'en fait, il y avait une compression qui devait se faire pendant la gravure pour ne pas que les basses puissent voilà, avoir un entrechoc. Parce que comme on disait tout à l'heure, il faut que chaque courbe reste dans sa ligne. Sinon, le son, il risque pas d'être net. Enfin, il risque de sauter. Donc, la courbe de la basse, je crois que la basse, c'était la plus grosse galère pour les gars. Parce que, vous voyez là, là, il devait avoir un solo de basse. Mais quand c'est bien épais comme ça, là, ouais, c'est de la basse, les gars. Cherchez pas, c'est de la basse. Donc, ouais, il y a quoi de bon encore? Donc, c'était quoi ça, le 12? La tête de lecture. Voilà, on a dit la tête de lecture. Euh, ouais, la pointe de lecture. Ok. La qualité du système de la tête de lecture dépend avant tout de la qualité de la pointe, est déterminée en fonction de l'exploration sans distorsion du sillon, du défaut minimal provoqué par un mauvais réglage du bras de lecture ou de la pointe, et pour finir l'usure de la pointe ou du disque. Par rapport à une pointe traditionnelle, une pointe de bonne qualité s'obtient grâce à une fabrication différente et à son polissage. Ah, pour le polish, déjà on a vu que ça polish le disque. Hein. Lors de la lecture, la pointe doit glisser le long du sillon. Les dimensions de la pointe doivent être choisies pour que celle-ci aille profondément dans le sillon sans toutefois toucher le fond, car dans ce cas, un bruit de friture serait entendu. Lors de la lecture, la pointe doit rester dans le sillon. Si F, qui est la force, est choisie trop faible, la pointe sort du sillon. Par contre, si elle choisit trop grande, faible écart par rapport à la piste du sillon se manifeste qui peut engendrer une mauvaise qualité de reproduction, mais aussi une détérioration du disque et de la pointe. Eh ben, le saphir qui grave des sillons sur le disque. Pointe en saphir, ah ouais. Donc ça, c'est la gravure. C'est pour graver sur le disque. C'est pas l'écoute. C'est pas ce qu'il y a là, en fait. Mhm. Ouais, le sillon d'entrée. Donc en fait, ça va de l'extérieur à l'intérieur. C'est exactement ça, les gars. C'était l'objet de la maison, ça. C'était l'objet du salon à l'époque. Bon, on fera peut-être le CD un autre jour. Hein. Fuf. Ah ouais, là, ça pue le binaire, là. Ah ouais? Ah ouais, je m'en foutais du CD, c'est tout. Sans après, y a rien à dire avec le CD. C'est le streaming qui m'a passionné, je pense. Ah ouais, direct. Hein.
Ça big up déjà le snap. Tu m'étonnes. Ah là là, ça date ce document. Bon, je sais pas si on se refait une petite vidéo, un petit. Qu'est-ce qu'il y a de bon là? Bah, allons voir l'histoire du streaming. Peut-être qu'il y a une autre vidéo. L'histoire du vinyle. L'histoire du vinyle. Ah, on va se mater un petit gars. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on En tout va cas, faire un big up voyage à dans le monde musique fantastique antique. du vinyle. Musique antique, c'est Ah bah parti. voilà. 3, 2, 1. Mais rentrons dans le vif du sujet, si les vinyles sont redevenus à la mode aujourd'hui, ils ont quand même pas mal de bornes à leur compteur. Et c'est pour ça que j'ai fait appel au poteau Aeronaut, de l'excellent label Hérodote, pour dresser un petit portrait historique des supports musicaux. Allez Aeronaut, c'est à toi. Comment les disques vinyles ont-ils commencé? Oula, attends. Tiens, on va commencer en 1857, l'année à laquelle l'inventeur français Édouard Léon Scott de Martinville invente le phonotographe. Il s'agit là du tout premier appareil capable d'enregistrer le son. En fait, Et on a dit son blaze, lui? Moi, je crois pas hein, qu'on ait cité son blaze. l'appareil utilise un stylo vibrant qui trace sur papier des courbes représentant les ondes sonores. Bon, tout ça c'est bien beau, mais l'appareil ne permet pas de réécouter le son. Mais tiens-toi bien, en 2008, un collectif de chercheurs a pu convertir un phonotogramme produit en 1860 en un fichier sonore audible. C'est incroyable. Et voilà l'enregistrement. Là, les gars, ça, c'est un enregistrement original. Hein. C'est incroyable. Au clair de la lune. Bon, d'accord, c'est pas dingue, mais on entend quand même au clair de la lune. Il s'agit du tout premier enregistrement d'une voix humaine. Plus tard, en 1877, Thomas Edison s'empare du phonographe et le transforme en phonographe. C'est un nouvel appareil qui peut à la fois enregistrer et lire le 125 $. Pas cher, hein? son. En fait, Bah ouais, pour l'époque. son appareil utilise un stylet pour couper des rainures en papier d'aluminium pour enregistrer et rejouer les sons. Ensuite, à la fin des années 1880, un inventeur allemand du nom d'Emil Berliner met au point le gramophone. Son fonctionnement est assez similaire à quelques détails près du phonographe d'Edison. La différence se joue surtout sur le support d'enregistrement. Cylindre pour les phonographes, disque pour les gramophones. Voilà. Notre cher français, il a inventé ça. C'était sur cylindre. Et lui, bah, c'était sur disque. Donc, cela voudrait dire que le gramophone représente le tout premier tourne-disque vinyle. Cet appareil devait être actionné à la main et jouer des disques en caoutchouc de 7 pouces. Ah ouais, c'était carrément la tête de lecture, le haut-parleur. Putain. Bon, là on est parti loin. Mais l'ancêtre du disque vinyle que nous connaissons aujourd'hui est le disque 78 tours, apparu pour la première fois au début des années 1900. Ces disques d'un diamètre entre 10 et 12 pouces contenaient généralement entre 3 et 5 minutes de son. En fait, ils n'ont été que très rarement enregistrés à 78 tours par minute, mais plutôt à des vitesses allant de 60 à 120 tours, pour prolonger la durée d'enregistrement, parfois au détriment de la qualité. Ces disques sont soit constitués d'une résine sécrétée par un insecte, soit de cire, de coton ou d'ardoise. Mais la pénurie de résine pendant la Seconde Guerre mondiale incite les fabricants à utiliser du polychlorure de vinyle, ou PVC. Les vinyles de 78 tours ont alors commencé à disparaître avec l'avènement du micro-sillon dans les années 50. Ou plutôt en 1948, lorsque Columbia Records sort son 33 tours par minute. Leur supériorité acoustique et technique sur les disques de 78 tours est immédiatement devenue Donc c'est ça la référence aujourd'hui. C'est les 33 tours. C'est exactement ça. un argument de vente. C'est vrai, la qualité sonore est considérablement améliorée, un bruit de fond réduit, une réponse en fréquence accrue, une plage dynamique et une durée de fonctionnement nettement meilleure, passant de moins de 5 minutes à 30 minutes. Mais il y a un autre format qui apparaît quasiment en même temps que le 33 tours. Ce sont les disques tournant à 45 tours par minute. À travers ce nouveau format, on cherche surtout à relancer et développer le marché des jukebox, ce qui explique d'ailleurs le gros trou au centre des vinyles. Seuls les 45 tours étaient compatibles avec les jukebox. Mais bon, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la diversification des vinyles s'emballe. N'est-ce pas, Nounoute? Merci Aeronaut pour toutes ces informations et je vous mets évidemment le lien de sa chaîne dans la description. Mais finalement, un vinyle qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est tout simplement un support analogique. Là vous avez un CD qui est un support numérique qui contient des données binaires codées. Et là vous avez un vinyle qui contient lui vraiment l'expression physique du son. On a donc enregistré la vibration de la musique dans un unique sillon en spirale qui va du début à la fin du vinyle. On peut lire soit un versant du sillon, et c'est le mono, ou les deux versants du sillon, et c'est
Un duo? Stéréo. Un stéréo. Et on peut rajouter des zones blanches si on veut pour séparer les chansons. À Ah, bah partir voilà. de là, on grave C'est ce que j'essaie de vous montrer tout à l'heure. Ok, c'est des zones blanches. les informations sur deux matrices en nickel qu'on appelle stamper pour chaque face du vinyle. On positionne une pâte fondue de PVC, on met un macaron, on presse et disque d'or. Un truc à savoir, c'est que si vous avez un vinyle avec un macaron blanc comme celui-ci, avec juste un numéro, une annotation même griffonnée à la main, il est bien probable que vous ayez un press test entre les mains. Un press test, qu'est-ce que c'est? C'est tout ouais simplement le premier vinyle qui sort des stampers pour voir s'il n'y a pas de défaut. Moi personnellement j'en ai eu deux entre les mains, j'ai eu le Toxic de Britney Spears Radio Edit français et le Rock the World de Michael Jackson Radio Edit français aussi. Mais c'est pas des trucs que je recherche, alors je les ai échangés. Prix d'or d'ailleurs. Il existe tout un tas de formats et ça paraît un petit peu compliqué au départ quand on connaît pas, mais en fait c'est hyper simple, et surtout quand c'est moi qui explique. Le plus ancien des vinyles c'est le 78 tours. On l'appelle comme ça tout simplement parce qu'il effectue 78 tours par minute. Il existe en deux formats, le 10 pouces, 25 cm, ou 12 pouces, 30 cm. Et le problème c'est qu'il est fait en celluloïd, et la celluloïd ça a deux inconvénients. Le premier c'est que c'est hyper lourd, et le deuxième c'est que ça pète comme du verre. Voilà, un déménagement, une caisse qui tombe et tous les vinyles qui sont pétés. Le petit truc rigolo, c'est que vous allez trouver des timbres sur les macarons, sur les deux faces, ou sur les pochettes, suivant les époques et les maisons de disques, et ça garantissait tout simplement que les maisons de disques s'acquittaient des 5% qu'ils devaient aux compositeurs ou aux musiciens du disque. Le petit truc rigolo, c'est que vous allez trouver des timbres sur les macarons, sur les deux faces, ou sur les pochettes, suivant les époques et les maisons de disques, et ça garantissait tout simplement que les maisons de disques s'acquittaient des 5% qu'ils devaient aux compositeurs ou aux musiciens du disque. Une forme d'ancêtre de la SACEM. Donc on a essayé de rallonger le temps d'écoute, et on a inventé le 33 tours. Véritablement il fait 33 tours, un tiers par minute, mais on l'appelle quand même 33 tours. Et il existe en deux formats. Le 10 pouces, 25 cm, et le 12 pouces, 30 cm. Et là on a entre 40 et 60 minutes d'écoute. Et moi je collectionne les 30 cm. Alors surtout, sortez pas ça du contexte. Comme ces supports avaient un temps d'écoute plus long, on les a appelés les LP, un mot que vous avez certainement déjà entendu. Et ben ça veut tout simplement dire long play. Quelques années plus tard, et pour toucher un public plus jeune et plus modeste, on va sortir le 45 tours. En 7 pouces, c'est-à-dire 17 cm, ou en 10 pouces, c'est-à-dire 25 cm. Et dans les 7 pouces, il va y avoir deux versions. La première, ça sera une chanson par face, c'est-à-dire le single play, le SP, et le extended play, ou EP, qui lui Ça vient de là, les gars. Le terme EP. va avoir 2 ou 3 chansons par face. Là, on a à peu près 5 minutes d'écoute, et là, 8 minutes environ. C'est pour ça que le format EP, il est assez court. C'est vraiment l'entrée avant l'album, quoi. Donc non, c'est cool, hein. C'est vraiment cool d'en apprendre. Le EP à l'époque s'appelait le Super 45 tours. À ne surtout pas confondre avec le Maxi 45 tours, car les jeunes de l'époque voulaient danser toute la night en te bois sur des versions endiablées et étendues de leur musique préférée. Tous les mélomanes s'accordent à dire que le Maxi 45 tours serait le format le plus qualitatif en termes audio. Mais ça, bon, c'est encore à définir et je pense que c'est un peu subjectif. Après, il existe d'autres formats, comme le 16 pouces par exemple, mais ils ont fait des flops commerciaux, donc on va les laisser de côté. Et dans les formats qui nous intéressent, on va trouver des colored discs, c'est-à-dire des vinyles colorés. On va trouver des picture discs, c'est-à-dire des vinyles avec des images, des photos. Et on va trouver aussi des shape vinyles, c'est-à-dire des vinyles qui plairaient pas aux platistes puisqu'ils ont des formes un peu étranges. La vidéo est déjà très longue et dense, donc dites-moi en commentaire si vous avez envie qu'on fasse un épisode 2. C'est pas mal, c'est pas mal. Il a complété déjà ce qu'on avait vu. C'est intéressant. Donc non, cool, hein. Cool ce petit live là pour en apprendre un peu plus. Bon, en tout cas, j'espère que ça a été. J'espère que vous en avez appris aussi. Et puis je pense que la prochaine fois, on va faire le CD, hein. Voir comment le CD il a tout explosé. Ou même, on va continuer sur le vinyle. Et comprendre comment il a explosé, les charts, comment c'était l'objet de toutes les convoitises, comme on disait. Mais l'objet, il est incroyable. L'objet, il est incroyable, les gars. D'ailleurs, par exemple, écoutez les Beatles en vinyle, c'est stylé, quoi. Parlophone. Ça vous parle, cette maison de disques? Elle est emblématique, hein, cette maison de disques. Et ouais, les gars, un petit classique.
Ça, c'est comme ça qu'ils protègent bien le CD. Avec ça, là. Puis voilà. Le 33 tours, le fameux 33 tours. Ok, il a été remasterisé en 2009. Mais quand est-ce qu'il a été enregistré? Je sais pas. Généralement, il y a toutes les infos, mais là, je trouve pas. Et lui, c'était bien un LP alors, long play, comme il disait. C'est un LP, c'est pas un EP. Ok, c'était Gramophone. Gramophone Company. Ouais, on peut voir, hein. J'avais quoi d'autre comme vinyle? Du Peter Tosh, pour les amateurs de reggae. Ah, merci, merci, pas de souci, pas de souci. Merci, Joe, de se connecter, de supporter. Mais voilà, hein, du Peter Tosh. Et là, on a les infos. Ça a été enregistré en 1976 par Columbia Records. Donc, normal. Sony, qui est la maison de disques. Et Columbia, qui est le label, qui appartient à Sony. Voilà, voilà. Non, c'est intéressant. Je crois que j'ai du Nina Simone. Ça, les gars, c'est du son, ça, hein. Ça, c'est Madame Nina, hein. Ah ouais, Travis, faut laisser place à Madame, hein. Écoutez un petit coup de Nina. Je sais pas si vous entendez, mais l'album est sorti en 1957. Et là, on écoute Mood Indigo avec Duke Ellington, Barney, Bigard, Irving Mills. Madame Simone. Voilà, hein. Il y a d'autres là. Ah les gars, quel album du hip-hop. Ça c'est incroyable. Quel album. Oh là là, Madame Aretha Franklin. Et vous me faites redécouvrir des... C'est trop beau, regardez-moi ça les gars. Ça donne... En fait, ça donne tellement... Ça donne envie de prendre soin de l'œuvre. C'est incroyable. Atlantic Records. Et Atlantic, c'est Sony. Qu'est-ce que je raconte? Je crois Atlantic, c'est Warner, hein. Ouais, Atlantic, c'est Warner. D'ailleurs, ils sont où, là? Ah. Euh, ouais, donc c'est Alright Reserved Marketing by Rhino Entertainment Company, Warner Music Group Company. Ça rigole pas, les gars. Tout est noté, là. Bon, c'est un petit, mais non, ils sont bien là. Ouais, c'est Warner. On se fait un petit coup d'Aretha Franklin. Allez, on va enchaîner les dames. Honneur aux dames. C'est un délire, les gars.
Allez, on va se mettre un petit coup d'Aretha Franklin. Après Madame Nina Simone. Ah. Non, là, c'est Madame Aretha Franklin. Y'a pas de Travis. Madame Aretha Franklin. Et là, on écoute Respect. Non, mais c'est trop beau. La pochette là arrière, c'est quelque chose, hein, un vinyle. C'est magnifique. Voilà, hein. Je pense que je vais mettre le récap sur YouTube. C'est incroyable. Là, je peux modifier la vitesse. Écoutez la différence, hein. J'ai mis en 45 tours. Et du coup, c'est trop rapide pour le 33 tours. Je pense qu'à l'époque, les gars, ils devaient tellement s'amuser. Ah, ça swing. Ah ouais, c'est bientôt fini. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracks normalement sur la phase A. Ouais, c'est bien ça. Il y a 6 tracks. Il y a bien 6 sur la phase A. En fait, on peut voir le nombre de tracks. Drown in my own tears. Je pense que c'est là-dedans que Dr. Dre, Kanye West, ils ont samplé des choses. Hein. Bah voilà, on va se finir ce petit live en musique sur du Madame Aretha Franklin. L'album I Never Loved a Man the Way I Love You. Bon, en tout cas, si vous avez aimé ce genre de petites capsules, vous allez me dire sur YouTube ou dites-le moi là, il n'y a pas de souci. Voilà, on va essayer de faire connaître maximum la culture, de la musique, parler des artistes. Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et il faut laisser une petite trace, quoi. En tout cas, merci d'être passé. On va se quitter là. Hein. Allez, prenez soin de vous. Et puis à la prochaine. Je mets un petit Hansun et je remets un petit coup de Madame Aretha. Allez, prenez soin de vous.